Le tribunal. Asseyez-vous. Accusé, levez-vous, venez à la barre. Vous vous appelez bien Robert Bouanda? Oui. Je vais vous lire l'acte d'accusation. Nos parents n'avaient aucune idée de ce qu'est un nutritionniste. Ils ont souvent pourtant vécu jusqu'à des âges très avancés. Par contre, aucune étude sérieuse ne vient démontrer que les personnes qui suivent à la lettre les recommandations des nutritionnistes se portent mieux ou vivent plus vieux et en bonne santé que ceux qui mangent au gré de leurs envies. Vous êtes, Monsieur Bouanda, un prêtre de ces nouvelles religions que l'on tente de nous imposer et qui en fait nous empêchent de goûter au plaisir de la vie. En général, vos prêches sont enveloppés d'un obscur discours, soi-disant scientifique, pour vous conférer une crédibilité que rien en réalité ne vient démontrer. Quand les coureurs cyclistes, par exemple, veulent obtenir des résultats exceptionnels, ils ne font pas appel à vous. Ils se droguent. C'est parce que rien ne démontre l'utilité de votre métier que vous comparaissez aujourd'hui Monsieur Bouanda devant le tribunal de nous-mêmes. Regagnez votre place. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas reprendre la totalité de l'acte d'accusation qui a été présenté par la Présidente. Je vais juste le compléter en rappelant que apparemment nos parents étaient des nutritionnistes sans le savoir, puisqu'ils arrivaient avec ce qu'ils mangeaient, c'est-à-dire des légumes pays, comme ça se dit chez nous, du manioc et très peu de chair, c'est-à-dire très peu de viande. Ils arrivaient à vivre longtemps et en bonne santé. Effectivement, à l'époque, il se donnait beaucoup de mouvements, il n'y avait pas de voiture, on marchait à pied, on portait des charges lourdes, les dames descendaient au marché avec des paniers Caraïbes sur la tête et les dockers portaient des sacs de sucre de 100 kilos, alors que maintenant les manutentionnaires ont des petites joysticks pour lever les mêmes charges. Alors, afin d'éclairer la Cour, Monsieur Bouanda, ce serait intéressant de définir ce que c'est qu'un nutritionniste, nous montrer la différence avec un diététicien et nous donner les critères sur lesquels vous déterminez les aliments à consommer, leur dosage, leur fréquence et dans quel but vous faites ces associations ou ces recommandations, dans quel but pour les hommes et les femmes qui consomment ces aliments. Vous avez la parole. Accusé, levez-vous, approchez-vous. Jurez que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre conviction la plus profonde. Je le jure. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors donc, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un nutritionniste, tout au moins dans mon cas, puisque nous avons des fois des médecins nutritionnistes, des diététiciennes nutritionnistes, et moi-même, je suis biologiste, nutritionniste, ayant fait un doctorat de nutrition et alimentation. Donc, je suis appelé nutritionniste, alors que le médecin, il est docteur en médecine. La différence entre un nutritionniste et un diététicien, déjà au niveau de la formation. Si j'ai fait un doctorat, c'est que c'est bac plus 8 plus 9. Le diététicien, d'habitude, quand il suit une école de diététique, c'est bac plus 3. Donc c'est déjà une étude qui est beaucoup plus approfondie. Pour mon cas, je suis passé par des études d'expertise en biochimie, en biologie, enfin bref, pour bien connaître le corps humain et pour connaître également les aliments avant d'en parler. Alors, monsieur le procureur, on nous dit que nos parents étaient nutritionnistes sans le savoir. C'est vrai. Les mamans avant étaient tout. À la maison, elles faisaient tout. Elles étaient en même temps gérantes, elles géraient la maison, elles soignaient des enfants, elles faisaient tout. Et c'est normal que maintenant, avec la spécialisation, il y ait des séparations des corps de métier, si j'ose dire. Nos parents vivaient vieux en meilleure santé. Alors j'ai tendance à dire que souvent les gens étaient vertueux par la force des choses. Vertueux par la force des choses parce que si on leur donnait la possibilité, ils achetaient des roquilles, des choses quand ils n'avaient pas beaucoup, d'huile. Ils achetaient des petits bouts de morue. Ils achetaient, mais je suis sûr que si on leur donnait des moyens financiers,
comme les gens ont maintenant, pour pouvoir s'alimenter et pouvoir se procurer des choses, ils feraient autre chose. Mais bref, ils étaient vertueux, je disais, par la force des choses, et c'est tant mieux. Tant mieux. Ils se dépensaient beaucoup, donc ils mangeaient, ils se dépensaient, mais ils étaient conscients, il y a ce que j'appelle la diététique traditionnelle. Ils avaient le respect d'un rythme d'alimentation par rapport à la vie. Je ne vous apprendrai pas que quand on avait mangé un peu plus riche le dimanche, le lundi, on faisait des rafraîchissements. Il y avait une rythmicité de l'aliment au cours de la semaine qui faisait qu'il y a ce que j'appelle la science populaire, la science traditionnelle d'ailleurs, qui faisait que on n'a pas besoin d'être scientifique dans l'appellation actuelle des choses. La tradition suffit. La tradition a servi de guide à beaucoup de personnes. Et moi, je suis traditionnel par définition. À ce titre-là, mon côté scientifique n'a fait que justifier certaines choses, n'a fait qu'appuyer. Alors maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a une nécessité, il y a une utilité de nutritionniste par les temps qui courent? Si je vois par rapport au vécu de la population, qu'est-ce qui guide l'homme dans sa consommation? Qu'est-ce qui va le guider, sinon son pouvoir d'achat? Qu'est-ce qui va le guider, sinon son plaisir de manger ou pas manger? Est-ce que le seul plaisir, le seul pouvoir d'achat peut amener à l'individu ce dont il a besoin pour fonctionner correctement? J'ai tendance à dire non. Quant à dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui aient prouvé quoi que ce soit à ce niveau, il y a des flopées d'études qui démontrent le bien fondé de telles prescriptions. Il y a des études épidémiologiques, il y a des observations, il y a plein de choses. En fait, je ne vais pas les citer tous ici, mais en tout cas, il y a des traditions qui ont été étayées. Vous pouvez en citer quelques-unes importantes. Mais il y a l'étude, par exemple, Suvimax, qui a été faite sur la population française. Sur des milliers et des milliers de personnes, les scientifiques ont voulu justement vérifier la pertinence des prescriptions, des ordonnances, pour voir est-ce que dans la population française, il y a des essais. Comme il est difficile malheureusement d'expérimenter sur l'homme, on ne peut pas dire qu'on va utiliser l'homme comme cobaye et laisser une partie en souffrance et l'autre lui donner ce qu'il faut pour voir l'évolution. En tout cas, il y a des constats qu'on fait, il y a des constats dans les populations par rapport au vécu. Donc, on a donc tiré par exemple les régimes méditerranéens, les régimes crétois, parce qu'on a observé que les hommes, comme disait si bien monsieur le procureur, qui ne mangent pas beaucoup de viande, qui mangent beaucoup de légumes verts, qui mangent des féculents mais qui se dépensent en conséquence, avaient une meilleure santé. Et fort de tout cela, on peut en tirer des conclusions scientifiques en vue de ces observations pour dire que l'homme qui est sédentaire, qui mange beaucoup, on le constate. Malheureusement, il y a des méfaits. Et quand nous tirons le signal d'alarme, c'est pas pour empêcher les gens de bien manger, mais parce que par souci de leur santé, par souci de leur bien-être, il y a des pratiques qui sont contraires au bien-être. Je ne sais pas si... Généralement, quand je commence mes conférences, je pose cette question, pourquoi mange-t-on? Le pourquoi mange-t-on va définir comment manger. Quelles sont les priorités quand l'homme actuel cherche à manger? Est-ce qu'il mange simplement pour se faire plaisir? Nous mangeons aussi parce que nous sommes dans un groupe socio-culturel, avec des habitudes de vie. Nous mangeons aussi, si peu, pour les besoins de l'organisme. Et nous mangeons aussi pour des raisons psychologiques. La déprime qui touche tout le monde. Nos parents n'avaient pas les mêmes problèmes. Nos parents n'avaient pas... Ils avaient des tabous, des traditions qui les guidaient dans leur choix. Or maintenant, avec ce qu'il y a sur la place du marché, j'ai tendance à dire que nous n'avons pas toujours le mode d'emploi de ce qu'on nous propose. Nous n'avons pas les modes d'emploi. Nous avons des produits et même les gens les plus éclairés, ils perdent leur latin. La lecture des étiquettes. Qui est-ce qui connaît ce qu'il achète? Et s'il n'y a pas de spécialistes pour en parler, je crains que ce soit la publicité qui l'emporte. Donc, si besoin était d'avoir des gens pour conseiller, pour guider, pour renseigner. Et les cyclistes, ils se dopent pourquoi? Combien de sportifs ici, je dis, voilà, il y a des gens qui ont des promesses de réussite, des futures graines de champions, mais par une vie dépravée, si j'ose dire, ne nourrissent pas, n'alimentent pas cette promesse qui est dans l'ADN, cette promesse que l'homme a.
ils perdent donc leur capacité, ils sont obligés d'aller chercher d'autres choses, alors que s'ils se nourrissaient, je ne dis pas qu'ils seraient tous des champions, mais au moins ça éviterait d'avoir le dopage. Donc là aussi, quand le corps est fatigué, on est souvent obligé d'aller chercher autre chose. Donc si vous avez encore d'autres choses, si le besoin était de prouver mon existence, l'importance de ce que nous faisons comme profession, je pense que nous avons notre place et nous ne sommes pas des empêcheurs de manger. Et nous voulons au contraire que les gens mangent en tant que responsables. Et chacun dans son domaine, chacun avec sa nature, chacun par rapport à son caractère. Très bien. Vous pouvez regagner votre place. Je vais juste poser une procureur, question. allez-y. Je vous avais demandé de préciser les aliments. Donc en gros, si j'ai bien compris dans votre première présentation, votre rôle consiste à analyser les aliments préfabriqués et dire ce qu'il y a dedans pour dire aux gens c'est bien de les manger ou de ne pas les manger. Alors que si on n'avait pas d'aliments préfabriqués, si on avait des aliments naturels qui poussent sur le territoire, on n'aurait pas besoin de vous. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Vous savez, il fut un temps, on disait aux gens de ne pas boire l'eau de coco, c'était pas préfabriqué, après avoir eu des activités physiques. Il fallait pas manger les concombres à telle ou telle heure. Il fallait pas manger les mangoséphrine à telle ou telle chose. Ce ne sont pas des aliments préfabriqués. C'est-à-dire chaque aliment a ses caractères et par rapport à l'état physique de l'individu, il va falloir conseiller ou déconseiller telle chose. Boire de l'eau glacée après avoir couru, c'est contre la nature. Oui, mais quand vous courez en hiver, vous avez très chaud et l'eau est à la température naturelle. Et la température naturelle est aux environs de 10 degrés dans un pays tempéré. En tout cas, il vous est conseillé de garder l'eau dans la bouche parce que vous aurez un choc thermique, parce que votre corps sera à 37, même plus, et l'eau à 0 degré vous fait un choc thermique de toute façon. Alors, dans ces conditions-là, si vous voulez vous y exposer, vous le faites, mais en tout cas, il y a une différence de température. Je parle simplement des populations lapones, par exemple, qui pendant 6 mois... Mais je ne sais pas s'ils boivent autant d'eau, je ne sais pas, je ne connais pas leur consommation en eau, je ne sais pas s'ils ont besoin de boire autant d'eau. Ils auraient besoin de nutritionnistes, pourtant ils vivent depuis très longtemps de la même manière, mais ils n'ont pas de nutritionniste pour les handicapés, peut-être. Les lapons, je ne crois pas qu'ils vivent si longtemps que ça, ce sont des grands consommateurs de graisse, de phoque, de viande, de protéines, et leur longévité n'est pas si longue que ça, justement, parce qu'ils mangent trop de protéines, et ils auraient besoin de gens pour leur conseiller et de leur apporter beaucoup plus de légumes verts dans leur alimentation, justement. Vert, ça pousse pas là. Vous pouvez regagner votre place. Je vais maintenant appeler à la barre le premier témoin, Monsieur Max Dufresneau. Présentez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, je suis venu ici en tant que parent de sportifs de haut niveau, ma fille qui est au pôle outre-mer de gymnastique. Mais je profite de l'occasion pour soutenir mon ami Bwanda. Et je suis connu comme pharmacien biologiste, mais le hasard fait que j'ai un doctorat en nutrition. Et je l'appuie fortement sur la nécessité, l'intérêt d'une nourriture équilibrée. Vous aviez demandé tout à l'heure des preuves de l'efficacité d'un régime équilibré. L'île d'Okinawa, une île japonaise, est habitée par des centenaires. Et l'analyse de leur régime journalier est un exemple de l'efficacité de la nourriture. Ils mangent très peu de viande, très peu de graisse, beaucoup de laitage, beaucoup de poissons. Bon, d'autre part, je voudrais appuyer sur l'intérêt de la nourriture dans le régime des sportifs. Mon ami Bwanda a expliqué l'intérêt de l'équilibration de la nourriture, mais au niveau des sportifs, la nourriture est tellement efficace, vous avez dit que les cyclistes se droguent pour avoir des performances, mais je vous ai indiqué qu'on n'a pas besoin de se droguer, il suffit de suivre un régime de sportifs. Par exemple, il faut 3 heures avant l'épreuve prendre des sucres qu'on appelle lents, mais ce sont des sucres lents, ce sont des sucres des aliments à index glycémique bas. 3 heures avant. Par exemple, 3 heures après l'effort, il faut prendre des boissons gazeuses alcalines pour éliminer l'acidose. Donc, mais oui, vous voyez que donc, si on applique un certain nombre de règles alimentaires, l'efficacité de la nourriture est prouvée. Bon, je vais même aller plus loin. En dehors de l'alimentation normale, et les aliments peuvent devenir même des alicaments, c'est-à-dire des médicaments. Je prends l'exemple du docteur Servan Schreiber, qui avait un cancer d'une tumeur du cerveau,
et qui s'est guéri de sa tumeur uniquement par l'alimentation. Et il y a un élément de l'alimentation qui est fondamental, qui est le curcuma. Je pense que mon ami Bonda ne me démentira pas. Le curcuma, c'est un anticancer extraordinaire. Et il y a même des régimes pour prévenir les cancers et même pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Vous savez qu'en France, les cancers, les maladies cardiovasculaires sont les 2 causes de mortalité principales. Et qu'il y a un programme national de nutrition et de santé, le PNNSS, qui prescrit un certain nombre de précautions à prendre dans l'alimentation. Donc, mon rôle de témoin, c'est surtout d'appuyer mon ami Mwanda, mon collègue. Il ne savait pas que j'étais que son collègue, mais je suis son collègue. Je suis biologiste, mais je suis aussi nutritionniste. Et d'affirmer que pour l'effort physique, l'alimentation est très importante. Je vais ajouter quelque chose. C'est que l'éducation n'est pas suffisante sans l'effort physique. L'activité physique est un complément de la nutrition. Et les Américains estiment l'activité physique en ce qu'ils appellent les MET, c'est-à-dire en mesure du métabolisme basal. Donc, quand on parle de nutrition, il faut ajouter activité physique. Voilà. Je peux juste demander une précision. Que ce soit vous ou votre collègue, c'est-à-dire tous les deux, vous avez dit qu'il faut faire un certain nombre de choses, mais on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, vous dites, par exemple, il faut prendre de l'eau gazeuse. Déjà, dans la nature, c'est difficile de la trouver, donc ça veut dire que déjà, on passe à l'alimentation artificielle, puisque l'alimentation gazeuse, à part la source de Didier, qui, elle, n'est pas dans la composition chimique dont vous parlez, donc ça veut dire déjà que, c'est ce que j'avais posé comme question, là, vous voulez former un sportif, par exemple, un sportif qui fait du fond, un sportif qui fait du sprint. Ce ne sera pas la même alimentation, a priori. C'est-à-dire que vous avez quand même fait des études, parce que 9 ans d'études, c'est quand même beaucoup par rapport à la mère de famille qui n'en faisait pas, mais qui était douée sans le savoir, puisque sans faire 9 ans de bac, après le bac qu'elle n'avait pas, elle arrivait à être parfaitement nutritionniste. Donc nous avions des génies chez nous et on ne les a jamais reconnus. Donc comment vous allez préparer quelqu'un qui veut faire du sprint par rapport à quelqu'un qui veut faire de la course de fond, par exemple? Je veux d'abord vous rectifier quelque chose, c'est que les sportifs, les performances physiques ont augmenté. Les sprints, avant on faisait un 100 mètres en moins de 10 secondes, en plus de 10 secondes. Maintenant on le fait en moins de 10, parce qu'on a fait des progrès dans l'alimentation du sportif. Dans les techniques de course aussi. Les techniques de course, mais aussi l'alimentation. Ce qui veut dire que ce que les grands-parents faisaient, c'était bien, mais on fait mieux. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné à déconner de l'alimentation, et on reprend des choses anciennes qu'on remet à l'ordre du jour. Mais il y a le progrès. On ne peut pas dire que l'ancien temps, c'est mieux. Écoutez, l'espérance de vie a augmenté. L'espérance de vie avant était de 60 ans, maintenant c'est 78 ans, parce qu'il y a un progrès. Vous avez terminé? Oui. D'accord. Regagnez votre place. J'appelle maintenant à la barre notre deuxième témoin, Madame Yveline Pancrate. Oui, bonjour. Donc je me présente. Je suis là avec une double casquette. Donc je suis mère déjà, ma première casquette, et aussi donc membre d'un comité d'entreprise d'une grande entreprise. Alors je voulais déjà parler en tant que mère. Une entreprise de? Une entreprise publique, mais à vocation privée. Voilà. Je ne peux pas donner plus. D'accord. Moi, nous avons un grand comité d'entreprise et nous avons la gestion aussi un petit peu du plan alimentaire. Bien, en tant que mère, je voudrais dire que effectivement, tant que j'étais pas mère, j'étais jeune fille ou jeune femme, je n'étais pas sensibilisée sur l'alimentation. Et c'est vrai, avec la venue des enfants, on a eu cette approche quand on a eu notre première fille, ensuite quand on a eu notre deuxième fille et enfin notre troisième fille. Et nous nous sommes rendus compte que selon les époques, effectivement, le terme nutritionniste est apparu, soit plus à la mode ou en tout cas de manière plus systématique dans la vie de tous les jours. Notamment dans le domaine un petit peu de l'éducation nationale, où on a eu quand même des maîtresses, ma petite de 6 ans a une maîtresse qui sensibilise les enfants sur tout ce qui est le sucre, tout ce qui est le petit déjeuner, l'importance du déjeuner et enfin le dîner. En revanche, j'ai ma deuxième fille qui aussi fait partie du pôle sportif
Et il y a vraiment pas longtemps, on a commencé à les sensibiliser sur l'hygiène alimentaire. Moi, je préfère parler d'hygiène alimentaire, alors qu'on les a d'abord repérés sur leurs compétences sportives. Et effectivement, on n'a absolument rien fait, absolument rien vu au départ sur l'hygiène alimentaire. Donc, on n'avait pas changé nos habitudes. Et c'est vraiment au fur et à mesure que nous avons eu cette sensibilisation et fait attention à l'alimentation. Mais il n'empêche que je pense que c'est inné chez les mères. On a essayé de trouver un équilibre, c'est-à-dire de prendre un petit déjeuner avec ce qu'on avait, de prendre le déjeuner et de prendre un dîner en famille, en famille. En revanche, en ce qui concerne la restauration scolaire, c'est un désastre. À aucun moment vraiment, je pèse mes mots, il a été vraiment pensé, je peux parler par expérience de mon aîné qui a déjà 18 ans, qu'est-ce que l'équilibre alimentaire dans les restaurants scolaires. Et c'est que depuis quelques années, on en parle. Et encore, maintenant, nous avons des difficultés, puisqu'on met par exemple en place des pôles, on parle d'excellence, de performance, et puis à côté de ça, on demande beaucoup à ces jeunes, mais il n'y a absolument rien pour voir comment ils se nourrissent dans les milieux scolaires. Et ça aussi, c'est regrettable. Vous avez une fille de 18 ans. Ça fait plus de 18 ans que dans les cantines scolaires, on a des nutritionnistes et des diététiciens. Alors, est-ce que ces gens-là sont incompétents ou bien est-ce qu'ils servent à rien? Écoutez, je ne vais pas mettre l'incompétence de X ou Y. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu des nutritionnistes depuis que j'ai eu ma fille. Il y a eu des gens qui peut-être faisaient des économies, des budgets, qui cherchaient en fonction des plats spécifiques. Mais à l'époque, il n'y avait vraiment pas cette sensibilisation sur l'hygiène alimentaire. Je m'entends, en tant qu'hygiène alimentaire, qu'est-ce qu'un repas équilibré, quelle quantité, quelle proportion, etc. Ça, peut-être qu'ils existaient, mais en tout cas, nous parents, nous n'étions pas informés du tout sur cette manière de manger. Et c'est vrai qu'il y avait des constats que les enfants n'aimaient pas et il y avait effectivement un problème au niveau donc, des cantines scolaires. Je peux dire maintenant, effectivement, depuis quelques années, 5-10 ans peut-être, il y a une amélioration, mais c'est d'abord des problèmes de personnes. On peut mettre des personnes à la tête et puis effectivement, ils font comme ils veulent. Maintenant, on est dans une situation économique, on est obligé de voir comment on peut vivre. Mais je reviens sur ma situation en tant que mère. C'est-à-dire, au regard du menu des cantines scolaires, pour vous, ne sont pas équilibrés? Dans la plupart. Je ne veux pas dire que c'est le cas partout, mais dans la plupart, parce qu'il faut quand même faire la différence entre les cantines du primaire, les collèges et les lycées. Donc les lycées et les collèges, c'est vrai que c'est dévolu, effectivement, il y a un personnel spécifique à ça, dans les cantines aussi, mais dans les collèges et lycées, c'est le domaine du lycée ou du collège. Donc on a pas spécialement d'intervention. Certains collèges ont des nutritionnistes ou des diététiciens, bon, mais c'est pas tout le monde. Ça dépend donc des moyens, des possibilités. Alors pour moi, en tant que mère, c'est un problème de personnes. Ensuite, je voulais intervenir en tant que membre de comité d'entreprise où il a fallu changer de restaurateur et nous nous sommes vus confrontés à un problème d'équilibre aussi alimentaire. Par exemple, les collègues avaient l'habitude d'avoir des plats très copieux et comme nous sommes rentrés dans une norme un petit peu d'hygiène alimentaire, beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait diminuer les rations, qu'il fallait une entrée, qu'il fallait des protéines, une certaine quantité, etc. Et ça aussi, il y a un gros travail à faire, nous, en tant qu'adultes. Donc, en tant que parents, on a notre travail, mais nous, en tant qu'adultes, on n'est pas aussi dans ces repères, on est au dehors de cette réalité. On veut manger pour se faire plaisir. Et puis aussi, je reconnais qu'il y a beaucoup maintenant, c'est à la mode de fast-food, on est cité à un petit peu aller beaucoup à l'extérieur, et c'est vrai que le côté hygiène alimentaire passe après. On pense d'abord à notre plaisir. Voilà ce que je voulais dire. Regagnez votre place. J'appelle maintenant à la barre le troisième témoin, Monsieur Philippe Siméon. Madame la Présidente, bonsoir. Monsieur le Portugais, bonsoir. Monsieur Bwenda, mon cas salueur très respectueusement. Madame la Présidente, ça a fait l'année aussi. D'autres découvrent comme moi-même, et tout ce monde là, que ma technique c'est en terre d'aberration. Mais un pays qui a expérimenté diverses bagailles dans le domaine là. Monsieur Bwenda a rappelé, monsieur le Portugais lui-même, rappelez-nous ça, les parents nous ont fait. C'est pas la science révélée, ni assumée, mais instinctivement, on a des fonctionnements qui étaient en place et qui étaient capables de permettre à la société, même dans des moments dangereux qu'on l'a mis à Robert, de nous recueillir et puis ça a été mis à disposition
il fait épi et ça permet de faire des noms matinités qui étaient non seulement des parfaits étalons, mais également des gens qui étaient qu'à vivre très longtemps. Faut que dire ça, messieurs, faut que dire ça. Et je dis on est en vagabondage international dans le pays là, qui a fait que Martinique a trouvé une nouvelle génération qui a mangé n'importe manière, et ceci au détriment du santé. Là, on sait que jusqu'à actuellement, vous tenez des restaurants qui existaient dans le pays nous, pour par exemple là, des restaurants qui étaient fait des petites recherches. Je vais saluer en grand Madame Sainte-Anne qui est mort. Et puis, on se dit, vous tenez des coins comme ça, Grand Rivière, etc. Des gens qui étaient capables, des plats qui étaient sortis de tes pays, et puis savoir pays, et qui étaient capables de mettre un monde manger sainement, et puis tu vois exagération en lait. Mettez trop piment, bien ta fourme en lait, c'était du bon excessif. Mais quand même, ça c'était des bons bagailles. Et puis, actuellement, on est les fast-food qui y a dans le pays, et plus dangereux encore. C'est que ces fast-food là, non seulement quand ça veut manger n'importe qui ça, même si il y a qu'à présenter sous la puissance de la publicité des améliorations, mais peut-on dire qu'on peut améliorer à partir du néant? C'est une question. Il y a proposé, je dis, qu'on mange 24 heures sur 24. Pendant qu'on a dormi, pendant que M. Lipotier est arrivé, eh bien, il a fait, moun a laissé lui qu'a payé l'homme. C'est ça qui est grave. Il a payé chèrement l'homme. Alors, pourquoi mettre en accusation un spécialiste? Pourquoi dire un bagage qui c'est que, à la limite, vaudrait mieux que nous n'ayons plus moun comme ça là depuis qui docteur, qu'à réparer les bobos. Parce que, monsieur Dalla de sera qui le domaine de la prévention. Et qu'a fait de la prévention. Et c'est pas seulement dans le petit bureau, il a travaillé, il a allé tout partout ça possible. Il a commandé enquête en Allemagne. Il a allé même pendant les colonies de vacances, il est en mesure de porter pendant période de la courte période de la qui est bien de réduire tant mieux. Que là aussi ni bon petit vagabondage qu'il a fait. Eh bien, même dans le domaine de là, il a intervenu pour rappeler nous que nous avons possibilité de nommer comme nous différemment, mais aussi baïf nous des bagailles pour talent pour en bon équilibre comme tu m'as là qui devant nous. Madame la Présidente, nous ne pouvons pas faire M. Tala le reproche. Et l'organe travail qu'il a fait, plus travail certains monde qui a fait comme M. Bredas qui a témoigné tout à l'heure, qui a fait des recherches et puis produit, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'en Russie puis trouver des solutions pour nourrir nous et puis faire un correctement de pays là. Je pense que le tribunal a proposé déjà en mi-temps procédure là de gracier M. Bonda, de faire en sorte que M. Bonda et non fini, de retrouver naturellement liberté, pour non seulement continuer de distiller l'information qu'il y a, les connaissances qu'il y a, parce que c'est le fruit de 9, je veux dire, c'est 10 ans. 10 l'année étude, c'est qu'a fait la mérité. 10 l'année l'étude. C'est pas pareil, c'est long, c'est pas pareil, c'est l'idée UT là. C'est pareil. Et par conséquent, faire en sorte que nous ni, au lieu de nous des médecins, des docteurs qui ont réparé, qui ont soigné, qui ont décalbossé, que nous ni des nutritionnistes, qui ont dit attention, tiens mon tiré, sous manger ça, ou prions ça, et puis qui permettre nous, effectivement, que nous y trouvions maternité qui est de parfait bon état. Très bien. Merci. Regagnez votre place, s'il vous plaît. J'appelle maintenant à la barre notre premier grand témoin, Madame Danielle Salomon. Bonjour. Alors, je suis Madame Salomon, Danielle. Je suis gestionnaire dans une cuisine centrale. Je dois manger à 1600 gamins. Et je suis aussi maman de 3 enfants. Donc tout ce que je peux dire en ce qui concerne l'alimentation, nos enfants, en tout cas, sont mal habitués. Ils mangent un petit peu de ce qu'ils veulent. C'est le constat qui a été fait. Le constat a été fait de ce côté. Et nous avons depuis, ça fait quand même 31 ans que je suis à la même place. Nous avons quand même des conseillers. Rappelez-nous ce que c'est qu'une cuisine centrale et quelles sont les différentes cuisines qui existent au sein des écoles, s'il vous plaît. Alors, une cuisine centrale, c'est une unité de production. Nous travaillons en régie. Nous avons des cuisiniers, des cuisiniers diplômés, pour la plupart. Et
étant que gestionnaire, je passe mes commandes par rapport à un plan alimentaire, parce que nous travaillons avec un plan alimentaire. Nous faisons aussi nous faisons des projets nutritionnels avec les enfants, notamment avec le secondaire. On a déjà eu l'occasion d'en faire. Et nous avons aussi constaté que les parents souvent ne s'impliquent pas. Notamment, on a déjà fait venir le nutritionniste dans le secondaire et nous n'avons pas eu beaucoup de parents qui puissent prendre part à cette action. Et nous trouvons cela dommage parce que quand nous faisons le repas équilibré, nous avons déjà les crudités, nous avons le plat principal, les légumes ou autres, et puis nous avons la viande et le dessert. Nous constatons souvent, trop souvent d'ailleurs, que les enfants ne mangent pas les crudités. Mais du tout. Nous faisons des légumes verts. Les enfants ne mangent pas les légumes verts. Sous toutes les formes que ça soit, les enfants n'aiment pas les légumes verts. Alors, est-ce la faute de la restauration uniquement? Moi, je dis que non, puisque depuis un certain nombre de temps maintenant, nous avons mis en place quand même, en tout cas, en ce qui me concerne, là où je travaille, nous mettons en place des projets, des petits déjeuners, à la cuisine centrale de Chelcher. Nous faisons des petits déjeuners avec toutes les explications qu'il faut. Nous impliquons un petit peu les parents, un petit peu je dis parce que nous n'avons pas souvent beaucoup de parents. Et malheureusement, le conseil est le même. Donc, j'ai remarqué quand même qu'il y a un petit progrès, ça fait quand même depuis 3-4 ans, il y a un petit progrès qui concerne quand même les légumes verts, mais c'est plutôt les haricots verts. Pas autre chose, plutôt les haricots verts, puisque nous aussi en cuisine centrale, on essaye quand même de voir pourquoi l'enfant ne mange pas, comment il faut améliorer. Donc, on essaye par tous les moyens, n'empêche. Et avec l'aide, notamment de nutritionnistes, quelquefois, c'est pas souvent, parce que, pour beaucoup de petites choses, mais, notamment, donc, ils nous aident, ils nous ont beaucoup aidés, nous avons quand même fait des projets qui n'ont quand même pas abouti totalement, mais j'espère, puisque j'ai encore du temps à travailler, j'espère que ça sera le cas, puisque j'ai près de moi un élu, donc, j'espère que ça viendra. Mais c'est vrai, le constat est fait, les enfants n'aiment pas les légumes verts du tout. Et nous travaillons, en ce moment, sur l'obésité. Nous en avons pas mal d'enfants obèses. Je vais vous poser une question. La présidente vous a posé une question, vous n'avez pas tout à fait répondu. Vous êtes dans une cuisine centrale, donc c'est-à-dire vous desservez les écoles primaires. Les écoles primaires. Ensuite, de votre cuisine centrale, vous approvisionnez les autres écoles primaires de la commune. Oui. Par des liaisons qui sont froides ou chaudes, enfin comme vous les choisissez. Voilà. Oui. Et donc vous avez parlé d'un plan alimentaire. Ce plan alimentaire, il est fait pour la semaine, je pense, et il est en principe, si le nutritionniste sert à quelque chose, il doit participer à ce plan alimentaire. Sinon, s'il vient après le plan alimentaire, je ne vois pas à quoi il sert. Alors, nous ne travaillons pas. Nous avons un plan alimentaire qui est bien défini. Défini par qui? Qui est défini, c'est par le gouvernement. Alors, le gouvernement ne doit pas vous faire un plan alimentaire pour une cuisine centrale. Non, quand je dis le gouvernement, non, c'est le plan, c'est national. C'est un plan national. Excusez-moi. C'est un plan national. C'est un plan nutritionnel, c'est national. Et la CAF, avec l'aide de la CAF, des conseillères en économie sociale, nous établissons les menus. Donc les menus sont équilibrés, ce sont des menus équilibrés avec les crudités, les légumes verts, les féculents, adaptés. Oui, tout à fait. Non, mais cet équilibre-là, il vient du nutritionniste ou bien il vient du gouvernement, comme vous dites, du plan national, etc. Où vient le nutritionniste là-dedans? Alors, le nutritionniste, il vient après pour nous aider. Le nutritionniste vient après pour nous aider à mettre en place tous ces aliments. Alors, il met des rustines sur le plan alimentaire? Non, pas du tout, puisque nous avons nos légumes locaux. Nous avons nos légumes, nous avons nos crudités, nous avons tout ça à mettre en place. Donc, le nutritionniste vient en complément
je dis que c'est pas tout le temps, mais il vient nous expliquer pourquoi manger de telles choses avec, par exemple, pourquoi manger les combinaisons, toutes les combinaisons possibles pour pouvoir faire manger les enfants. Vous pouvez regagner votre place. J'appelle à la barre le deuxième grand témoin, Monsieur Jean-Charles Bridas. Donc je rappelle que les témoins n'ont que 3 minutes pour s'exprimer. Bonsoir, je suis Jean-Charles Bridas, chef de cuisine. Alors le chef de cuisine, c'est celui qui a le rôle de donner. C'est celui qui a le rôle, nous sommes des donneurs de plaisir. L'alimentation devient un plaisir chez nous, parce que le chef de cuisine, c'est aussi un gastronome. Et le gastronome, c'est celui qui a le travail de mettre dans des conditions l'aliment. Bon, mon travail ici, ma démarche ici à la Martinique, c'est de mélanger la gastronomie. Veuillez parler dans le micro, s'il vous plaît. Vous restez près du micro, merci. Alors, le travail du gastronome que je suis, c'est de mettre en évidence tous les problèmes, les handicaps qui touchent la société au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les produits locaux, c'est-à-dire en mélangeant avec, bien sûr, en mélangeant avec les produits d'ailleurs, tout en restant proche de la tradition. Alors, mon travail, c'est déjà donner, l'alimentation qu'on voit tous les jours, c'est comment je peux dire ça, c'est donner du plaisir, c'est-à-dire démontrer qu'avec ceux qui nous entourent, avec notre environnement, on peut en tirer profit, on peut améliorer, on peut avoir la fierté de notre nourriture. C'est vrai que bon, aujourd'hui nous avons des concurrents féroces. C'est tout ce qui est fast-food, parce qu'on voit bien que bon, on a des difficultés à pouvoir bien nous exprimer avec nos produits, parce que bon, il y a un travail qui est fait, tout ce travail est payant. Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment de montrer toutes les difficultés, tous les handicaps, tout ce qu'il peut y avoir entre nous et la cuisine et le travail du scientifique. C'est-à-dire nous sommes entre les deux. Est-ce que vous vous souciez des règles d'hygiène alimentaire? Justement, nous sommes entre les deux, parce que bon, nous mettons en évidence l'aliment, mais nous prenons conscience de l'évolution de la société, de l'environnement, nous prenons conscience de tout cela. C'est-à-dire que moi, ma démarche, c'est aussi d'appliquer la tradition sur une cuisine moderne. C'est-à-dire que dans ce que je fais, dans ma cuisine, on va trouver beaucoup de ce qu'on appelle nos senteurs, nos herbes, tout cela seulement pour pouvoir améliorer. Parce que je pense que qu'il est important de pouvoir nous servir de la tradition de nos anciens pour pouvoir améliorer notre cuisine. Et ça me permet de donner quand même une cuisine beaucoup plus allégée, tout en gardant une identité. Parce que dans mon travail aussi, c'est de faire sortir une identité culinaire propre à nous-mêmes. S'il vous plaît. Le but, c'est de savoir si un nutritionniste, ça sert à quelque chose. Là, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes en train de travailler sur le goût,
c'est-à-dire faire goûter les aliments pour que les gens mangent et comme disait Madame tout à l'heure par exemple, votre préparation des légumes verts ou des salades serait extrêmement intéressante que les enfants qui n'ont pas cette habitude chez eux puissent le manger chez vous. Mais vous ne nous avez pas montré l'apport de nutritionnisme, parce que si j'ai bien compris, il y a un plan alimentaire qui est fixé à très haut niveau, ça vous arrive, ça veut dire que vous êtes obligé le lundi de faire ça, le mardi de faire ça, le mercredi de faire ça, et vous avez juste la décoration, si on peut dire, qui est le goût. Non, pas du tout, je ne suis pas dans cette démarche. Ma démarche n'est pas une démarche et en travaillant avec le nutritionniste. Ma démarche, c'est une démarche vraiment de plaisir. Nous, notre rôle, c'est donner du plaisir. C'est donner du plaisir, mais un plaisir conscientisé. Saint-Joseph, c'est où? C'est le restaurant. S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. Alors, notre démarche, c'est donner du plaisir, mais un plaisir conscientisé. C'est-à-dire que nous, on prend certes, on a connaissance du travail nutritionniste, c'est-à-dire donner sur une assiette un équilibre, ça aussi un féculent, il y aura un légume léger, un légume à fibre, on fait tout cela. Mais je veux dire que c'est pas comme la dame qui savait dans une cantine, non, c'est pas du tout ça. Un gastronome, c'est quelqu'un qui met en règle des règles précises, c'est-à-dire que quand la personne, si vous venez chez moi, quand la personne vient chez nous, et quand il mange, il a un équilibre. Ah, vous êtes restaurateur? Je suis restaurateur. Ah, excusez-moi, je n'avais pas compris. Non, parce que vous avez dit que vous êtes cuisinier, donc je m'étais... Chef de cuisine et gastronome. Non, d'accord, mais comme vous avez dit chef de cuisine, je pensais que vous étiez comme madame dans une cuisine centrale. Donc Non, c'est tout à fait différent. Là, vous avez le droit de faire votre menu tout seul comme un grand, et effectivement, vous pouvez vous inspirer de nutritionniste. Non, mais vous avez le droit aussi de prendre conscience de la société, parce que Oui, mais la société évolue. vous avez le pouvoir de décision. La société évolue et on doit aller avec l'évolution. Avec l'évolution de la société, ça doit préparer. Ça doit, ce que les gens mangeaient il y a 30 ans, n'est pas possible de faire la même chose. Ça veut dire que quelqu'un qui mangeait du dachine et du queue de cochon le matin, auparavant c'était possible, parce qu'après il fallait aller à pied au travail, il fallait affronter la mer, il fallait faire tout ça. Aujourd'hui, moi, mon travail, et le travail de tout chef de cuisine, de tout gastronome, c'est de faire la même chose, mais en allégeant. En apportant le plaisir. En apportant le plaisir. Nous sommes d'abord de donner le plaisir. Donc vous voulez dire qu'on peut très bien manger tout en mangeant sainement. Absolument. Alors le plaisir de bien manger. On doit prendre tout ce qui est de la tradition, on doit le prendre, on doit l'améliorer, on doit le mettre au goût du jour. Et c'est pour revenir sur et ce qui nous fait défaut aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il est temps de dire que la violence qui existe chez les jeunes, c'est l'alimentation a une mainmise très importante dessus. Enfin, c'est surtout l'alimentation de la drogue. Hein, non, monsieur, c'est surtout ça. Laissez l'accusé s'exprimer, s'il vous plaît. C'est de quoi je parle. Je dis que quelqu'un qui mange et du fast-food midi et soir, c'est-à-dire ça avec une viande poussée aux hormones au maximum, ne peut pas être à fleur de peau. Quelqu'un qui mange une cuisine telle que moi je fais, avec des produits locaux, on sait d'où ça vient, on sait comment il est fait, c'est-à-dire on en paie soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est temps, ça lui serait temps qu'un jour qu'on mette l'alimentation à sa vraie place, à sa vraie dimension. Je vous remercie. Vous pouvez regagner votre place. J'appelle à la barre maintenant l'accusé. Vous allez certainement réagir. Oui, beaucoup. Beaucoup, ça veut dire que j'écoute avec beaucoup de plaisir M. Bredas. La nutrition n'est pas du tout opposée à la gastronomie. D'ailleurs, je me souviens quand je suis arrivé en Martinique au départ, avec mon doctorat, j'étais chômeur. J'ai eu à créer des choses. Et entre autres, j'ai créé une structure que j'appelais transformation de produits locaux. J'ai utilisé mes connaissances de cuisine africaine parce que, Dieu merci, ma mère nous a fait ce cadeau de dire aux filles, aux garçons, tout le monde faisait la cuisine. Et j'ai appris à faire la cuisine aussi, pas comme
notre grand chef, mais je sais cuisiner. Donc, j'ai mis au goût du jour des légumes, entre autres, parce que je fais des tartes aux feuilles de giromont, des feuilles de patates douces, des feuilles de... Je sais aussi, en même temps, faire des doucelettes, chadec glacé, etc., etc. C'est-à-dire que la nutrition n'empêche pas le plaisir. Si je ne mange pas avec plaisir, je ne peux pas bien digérer ce que j'ai mangé. Donc, il faut que le plaisir y soit. Mais le plaisir est en rapport avec ce que j'ai dans la tête, avec mon référentiel goût, avec ce qui est important pour moi. D'ailleurs, ces jours-ci, je raconte une blague peut-être, qui dit que, imaginons qu'il y ait un village de pêcheurs. Ils ont comme aliment leurs fruits de la pêche, et à côté, il y a une forêt avec bananes et puis d'achis. Quand ils rapportent du poisson et qu'ils mangent avec leurs fruits de bananes ou bien choutine, ils sont heureux. À quelques villages plus loin, nous avons d'autres villages de pêcheurs avec les mêmes choses, mais en plus, ils ont des sucreries que le marchand passe et puis leur donne. La modification de leur structure mentale, la représentation de ce que c'est que bien manger dans leur tête, va les conditionner dans un sens. Ça peut être dans un sens de bien-être, mais comme aussi ça peut être dans un sens d'abus. Or, nous sommes actuellement à la Martinique, comme l'a si bien dit M. Siméon tout à l'heure, que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Quand on me dit qu'est-ce que c'est que l'aliment, qu'est-ce que c'est que la façon de manger du Martiniquais, j'ai du mal à le dire. C'est quoi les habitudes alimentaires du Martiniquais à l'heure actuelle? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que manger en tant que Martiniquais? Qu'est-ce que cela signifie? Et comme disait M. Bredas tout à l'heure, j'ai entendu aussi, l'alimentation a beaucoup à voir avec la violence. L'alimentation a beaucoup à voir. Nous sommes commandés par des hormones, par des neurotransmetteurs, par des éléments qui vont agir sur les nerfs. Et ces éléments viennent de ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Les fauves sont fauves par rapport à leur consommation. Les fauves, ce n'est pas un herbivore. Notre alimentation peut créer des acidités, des agressivités, parce que nous ne les contrôlons pas. Alors maintenant, ceci étant dit, j'entends souvent avec trop de facilité dire que c'est la faute au fast-food. Je vais faire leur avocat, pas parce que j'ai des intérêts là-dedans, mais simplement pour dire que les mères de famille, les parents, si je prends le repas de midi et le repas du soir, dans la semaine, nous pouvons compter 14 repas. Imaginons que l'enfant aille manger 4 fois dans un fast-food quelconque. Mais les parents auraient au moins, sur les 14 repas, 10 repas pour corriger éventuellement les effets, si jamais il y avait des méfaits à ce moment-là. La question que je me pose, quelle est notre responsabilité et quelle est notre participation à ce que nos enfants devaient être? Et d'ailleurs, Madame Salomon l'a si bien dit, nous avons fait beaucoup d'actions ensemble depuis des dizaines d'années que nous travaillons ensemble avec les différentes cantines et autres. Quand nous faisons des réunions et que nous invitons les parents, et que sur 400 parents, il y en a peut-être 10-15 qui arrivent, cela suppose, ou alors il y a des intéressements, ou alors ils ne se sentent pas concernés, ou alors ils préfèrent être victimes, ne pas savoir, moi pas ça, donc c'est pas de ma faute. Alors tout ça, ce sont des vraies questions qu'en tant que nutritionniste, j'aimerais poser ici, mettre en accusation pas seulement moi-même, mais ramener à moi les parents pour dire qu'est-ce que nous faisons. Il y a l'école, il y a les parents, et d'ailleurs j'étais sur une radio il n'y a pas longtemps à la rentrée pour dire quelle est la transmission, quelle est la transition qui est entre cantine scolaire et parents. Si les enfants ne mangent pas les légumes verts à l'école, est-ce qu'ils les mangent à la maison? J'ai eu des parents qui sont venus presque agresser les gens à qui j'avais donné la formation pour dire qu'il fallait donner les légumes verts, pour dire je t'ai pas dit de donner ça à mon enfant n'a pas l'habitude de manger, ne l'incite pas à manger, ne l'oblige pas à manger. Les parents qui venaient faire la guerre parce qu'on incitait les enfants à manger autrement. Donc tout ça, c'est autant de choses, l'accusation serait trop large. Mais je veux simplement dire que dire de bien manger n'exclut pas le plaisir. Hier, il y a une jeune fille d'un lycée de la place qui est venue me voir pour me parler du chocolat. Je me demande pourquoi il m'a choisi, mais enfin bref. Alors, la conclusion, c'est qu'il me demandait est-ce que le chocolat est bon ou mauvais pour la santé? Je lui ai dit, en conclusion, ça dépend sur quoi je mets le chocolat. Si je mets le chocolat sur des frites, c'est pas la même chose que si je mange mon chocolat après avoir mangé un plat. Il y a une tontine, mon concombre, et puis je mets un petit bout de chocolat dedans, c'est pas la même chose. Donc en fait, pour rebondir encore sur à quoi peut servir un nutritionniste, c'est éventuellement, pour ceux qui le veulent,
Parce qu'il n'y a aucune dictature. J'aimerais bien qu'on rectifie ça. Je suis le coach, je suis le conseil de ceux qui me demandent conseil. Donc ceux qui veulent bien comprendre ce qui se passe, ceux qui veulent bien voir comment agencer ce qu'il y a éventuellement, sans oublier le plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir. Mais le plaisir ne doit pas être le seul juge, le seul guide de notre choix alimentaire. Malheureusement, nous allons droit dans le mur. Et c'est là que nos parents avaient cette sagesse d'équilibrer les choses, de respecter les tabous. Maintenant, il n'y a plus de tabous. Il n'y a plus de tabous. Il n'y a plus d'interdits. Alors j'entends les gens, est-ce que je n'ai pas le droit de? J'ai le droit, mais je paye. Chaque chose a son prix. Si je suis prêt à payer le prix, je n'ai pas à me dire victime. Si je suis prêt, comme disait Mme Salomon, à voir les enfants devenir obèses, et on sait que le taux d'obésité augmente. Quand je suis arrivé en 1983 en Martinique, il y avait une étude qui a été faite par l'Orstom sur la prévalence de l'obésité. À l'époque, l'obésité pour les moins de 15 ans tournait autour de 14%. Enfin, obésité et surpoids confondus. 20 ans après, nous sommes maintenant à 25%. Obésité et surpoids. Ne parlons pas des adultes. Nous sommes à plus de 50% des gens qui ont des problèmes de poids à la Martinique. Si ça ne pose pas de problème, c'est très bien. C'est pas le nutritionniste c'est pas le miroir qui fait le problème. On est là simplement pour dire, voilà, nous avons un souci, nous mangeons beaucoup, nous ne nous dépensons pas assez. Comment faire pour faire que le peuple martiniquais soit en santé? Comment faire pour allier le plaisir et la nécessité du corps? Ce n'est pas du tout en contradiction. D'ailleurs, nous faisons des menus à thème de menus dans lesquels nous introduisons tout cela. Je sais ce que les enfants aiment. Je sais ce que les jeunes aiment. Je leur dis souvent, je fais un pas vers vous, faites un pas vers moi. Je sais ce que vous aimez. Mais je sais aussi ce qu'il vous faut. Et ce qu'il vous faut, on va faire un compromis. Et malheureusement, le compromis, c'est pas un mot que beaucoup de personnes connaissent. C'est tout ou rien. Alors, dans tout ou rien, évidemment, on va mettre le nutritionniste dans un cadre pour lui taper dessus. Mais c'est pas le nutritionniste qui crée le problème. Nous sommes là, à la limite, moi je suis là, en tant que conseiller, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui essaient qui pensent qu'il y a un souci quelconque, et Dieu sait s'il y en a, et ceux qui essaient d'avoir une lecture de ce qu'on nous propose sur le marché, bon ou pas, de voir la part des choses, et de faire des consommateurs éclairés. Voilà. Je veux dire des consommateurs éclairés. Je pense que les parents sont sûrement plus concernés que vous ne pensez, mais qu'ils comptent beaucoup sur la cantine pour jouer ce rôle-là. Mais la cantine seule ne peut pas... Tout à l'heure, j'ai parlé des parents qui venaient haranguer les agents de cantine pour leur dire de ne pas pousser les enfants. Parce qu'en fait, nous les formons, on dit inciter pour que l'enfant mange. Pas obliger, inciter. Les enfants, souvent, ils arrivent à la cantine, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le plateau, à la limite, ils prennent le pain, il y en a même qui ne savent même pas utiliser la fourchette. Ils prennent le pain, ils ouvrent, ils mettent la viande dedans, ils prennent le yaourt, ils s'en vont. En 5 minutes, ils ont évacué, ils versent. Ce sont les poubelles qui sont nourries. Ce sont les poubelles qui sont nourries de ce qu'on fait. Le menu peut être équilibré, tout ce qu'on veut. L'enfant rentre après, il dit qu'il n'a pas mangé assez. Il n'a pas mangé assez, pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé l'entrée, parce qu'il n'a pas mangé le dessert. Il choisit ce qui lui plaît pour manger. Le menu peut être aussi équilibré. Vous vous rendez compte? Des fois, on fait des gratins de Christophine avec des... C'est pas possible. Mais nous sommes dans cette situation-là où la position de l'enfant roi, et avec des parents qui, souvent, ne sont pas peut-être formés eux-mêmes, n'ont peut-être pas eu la formation nécessaire, des jeunes parents. Si c'est cela seulement, il y a cela aussi qui font que nous avons malheureusement une jeunesse qui va je ne sais pas où. En tout cas, ça nous inquiète. Gagnez votre place. Procureur, vous avez la parole. Oui, je vais commencer par relever quelque chose qui m'a fait sourire. Vous avez dit que les herbivores ne sont pas violents. Alors vous demanderez au toréador dans l'arène si le taureau n'est pas violent, surtout quand il l'encorne. Par définition, il mange que de l'herbe. Il mange que de l'herbe. Je vous signale que les gens qui veulent rentrer, nous avons des gens à l'herbage, comme on dit en Martinique, dans les prés, et les gens qui passent là, quand ils voient un taureau, ils courent alors qu'ils n'ont rien piqué du tout. Alors donc, je pense que vous avez une théorie, vous avez le droit d'en avoir, que la nourriture, c'est la nourriture qui fait l'homme. Je pense que l'homme, il est un homme omnivore, donc il peut tout manger, donc il sera toujours pareil. Il y a des gens qui ont été dans les camps de concentration où il n'y avait pas de nutritionniste. Il y a Madame Veil qui est encore vivante, il y a Monsieur Dassault qui a construit des avions et qui est mort à 94 ans. Il a fait 4 ans de camp de concentration.
Donc ça prouve bien que l'homme s'adapte à beaucoup de choses. Donc, bon. Ensuite, vous avez parlé des jeunes parents. Alors, à ma connaissance, les jeunes parents, ils sont passés par le système des cantines, ils sont passés par les menus équilibrés du plan alimentaire dont a parlé Madame, et donc ils auraient dû, si le travail avait été bien fait, par des gens qui ont fait Bac+9, c'est-à-dire qui sont capables de transmettre le savoir qu'ils ont eu du mal à apprendre pendant 9 ans, eh bien, ils auraient dû savoir qu'on mange des crudités en entrée, et si ça avait été transmis, quand ils sont devenus parents eux-mêmes, surtout que vous avez précisé que c'était des jeunes, ils auraient pu transmettre ce savoir à leurs enfants. Alors, peut-être que quelque part, il y a un problème économique. Les légumes verts, ça coûte cher, les entrées, ça coûte cher. Donc, il y a peut-être ça qu'il faut voir. Bon, alors, est-ce que ce serait intéressant que les enfants mangent le midi et le soir à la cantine? C'est un problème de société. Mais si vous êtes nutritionniste, vous faites campagne pour qu'on nourrisse les enfants bien, malgré les parents qui ne sont pas compétents. Parce que si on veut sauver la population, ben, il faut sauver les enfants. Donc il y a des choses à faire, vous voyez. Si le fait d'être nutritionniste, ça sert à quelque chose. Alors, j'ai été un peu surpris, quand Madame me parlait d'un plan, son langage a dépensé peut-être la réalité, quand elle a dit que c'est le gouvernement, il y a sûrement beaucoup de nutritionnistes dans le gouvernement, qui font les plans alimentaires. Alors, quelque part, moi, si on veut être cohérent, si on fait un plan alimentaire dans une école, dans une cuisine centrale, le nutritionniste devrait être à la base de ce plan alimentaire. Or, j'ai compris qu'il vient comme conseiller pour améliorer les choses, etc. Donc, quelque part, on ne sait pas trop